Bonjour à tous, bienvenue sur Reporter Citoyen. Nous recevons Aimé Bill qui vient d'écrire un livre sur l'affaire du trou. Bonjour Voilà Aimé, donc vous allez bonjour, bien? oui, je vais bien, je suis au soleil. Il fait un petit peu frisqué aujourd'hui, mais je vais bien. Parce que s'il avait fait meilleur, je me serais mis sur ma terrasse pour donner cette Non, interview. vous m'auriez Oui, rendu voilà, jalouse. donc j'ai, 71 ans en Belgique et 71 en France, donc ça me rajeunit. Voilà, donc je suis entré à la gendarmerie quand j'avais 18 ans. J'ai fait heu, mon année d'instruction. Et après ça, ben, j'ai fait un petit peu comme tout le monde, des gardes ambassades, des transferts de détenus. Puis après, je me suis retrouvé garçon dans un mess officier pendant 5 ans. Là, j'ai appris à connaître un petit peu certains cocos. Il y en avait des super chouettes, des super corrects, des respectueux. Et il y avait aussi des petits cons. Bon, faut appeler ça un chat un chat. Bon, il y avait des petits cons. Et d'ailleurs, j'ai demandé pour partir après 5 ans parce que j'avais ramassé un rapport disciplinaire. La seule punition que j'ai eue dans toute ma carrière, ça se passe le 21 janvier 1977. Donc Je il y veux a pas, je vais vous faire mal au cœur, mais j'étais pas encore née. ah ben voilà. Eh bien, donc, il y a 6 jeunes officiers qui viennent manger. Ils étaient nommés depuis le 26 décembre et ils viennent à table. Enfin, ils vont d'abord se saouler la gueule et de 11h30 à 13h30 et puis ils passent à table et au moment du je le sers, l'entrée, le plat et au moment du dessert qui est un choix à la crème, ben, je n'ai plus que 5 choix à la crème. Donc je demande à la cuisine, on me donne un fruit, je vais près d'eux, je dis: «Je m'excuse, je n'ai plus que 5 desserts». Il y en a 5 qui me disent rien, il y en a un qui me dit: «Je veux le dessert». Je dis: «Je n'en ai plus, j'ai demandé, je veux le dessert, je n'en ai plus, mais je veux le dessert, garçon, ne discutez pas, je veux le dessert». Je dis: «Mais enfin, je ne sais pas comment vous le dire, je n'ai plus de dessert». Sortez, allez me chercher le cahier des réclamations. Je suis sorti, j'ai claqué la porte et on m'a dit, j'ai ramassé un rapport disciplinaire, c'est remporté envers un officier sans avoir été grossier. On m'a donné 2 jours d'arrêt avec sursis, donc je n'ai pas été puni. Enfin, c'était la seule punition que j'ai eue dans ma carrière, sur 43 ans et 9 mois. Et donc, 8 mois après, enfin, donc c'était en janvier et au mois d'octobre, je demandais pour partir et je partais faire du service judiciaire heu, comme un gendarme veut le faire. Et donc, j'ai commencé ma carrière à la brigade de Scarbeck où j'ai appris mon métier, mais directement avec mon ancienneté. Ben, je me retrouvais souvent chef de service. J'étais avec des jeunes flamands, donc on partait équipe bilingue. J'ai appris à me débrouiller. Donc, j'ai travaillé là pendant 2 ans et demi en faisant quelques dizaines d'arrestations, dont une fois 32, que je le raconte dans mon livre, 32 arrestations lors d'un simple contrôle à 3 gendarmes et donc qui ont quand même valu 28 mandats d'arrêt avec saisie d'armes, de drogue, de faux Ah oui, documents. Ah oui, 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 c'était des Turcs, des Albanais, des Yougoslaves et donc on a reçu des félicitations, bien entendu, pour le même prix, on était morts aussi, hein. Et puis après 2 ans et demi, j'ai demandé pour partir, je suis parti à la brigade Primont près de Liège, où là aussi, j'ai pris goût. Bon, on était avec des plus anciens, bon c'était mais alors il y a des jeunes qui sont arrivés et les jeunes me suivaient. D'ailleurs, il y en a encore un, qui se prénomme Marc, qui a pris sa pension je crois qu'il y a 1 an. Il avait même mis sur Facebook, il me remerciait de lui avoir appris son métier et ça m'a fait plaisir. J'ai vu qu'il avait acheté mon livre et qu'il a marqué le meilleur collègue qu'il ait connu. Bon, je ne dis pas que je suis le meilleur, loin de là, mais ça me fait plaisir. Moi, je me dis, c'est un petit peu choquant peut-être pour ses autres collègues, mais bon, donc, voilà. Donc, je suis resté 5 ans. Et puis après, ben, j'habitais la brigade. Bon, j'avais un commandant de brigade un peu grincheux, mais bon, ils sont tous comme ça, hein. Enfin, beaucoup sont comme ça. Vous savez, vous avez des fainéants, vous n'avez pas de problème. Et moi, un jour, bah, une nuit de samedi à dimanche, on faisait 23/7. On était là pour des accidents, des vols, des bagarres et tout, mais comme une nuit calme. Et on a fait 6 ivresses au volant. Donc, on a contrôlé 6 véhicules. Enfin, en même temps, hein, chaque fois, bon, on faisait souffler, puis on le ramenait au bureau. Et on appelait le médecin, on faisait une prise de sang, puis le médecin était à peine couché, puis on le rappelait. Et même, bah, j'ai une remarque du commandant de brigade qui m'a dit: «Ouais, si vous aviez respecté votre bulletin de service, vous n'en auriez pas fait 6 parce qu'on avait une heure de repos et on n'avait pas pris notre heure de bon, repos, on avait c'est, travaillé. bah voilà, ça c'est pas bien Mais du tout. avec mais avec le soulagement à 7 heures au matin de dire: «Peut-être qu'on a évité un accident». Exactement, Parce que exactement. je vous assure, on en a été relevé des tristes, qu'on doit aller annoncer aux gens que, Mmh. bon, il y a un enfant tué ou un mari ou une épouse, c'est pas gai, hein. Bon, moi, j'ai souvenir de 3 tués dans un carrefour, dont les grands-parents et le bébé. J'en garde toujours Mmh. un souvenir, lamentable du comportement du papa du bébé par après, hein. C'est qui était un procureur, D'accord. honteux. Si vous voulez, moi, je veux bien vous le raconter.
C'était un Je vous vendredi. je vous laisse je vous laisse vous Je suis à la exprimer. brigade de Sprimont. Je suis seul avec le combi et j'ai un collègue qui est seul au bureau et on nous avise q il me contacte par radio, il me dit: «Voilà, il y a encore un accident grave au carrefour». On avait déjà eu beaucoup de tués et il me dit: «Viens me rechercher». Je dis: «Non, non». Je fonce sur place, tu fermes le bureau, tu prends le combi et tu viens me rejoindre et j'arrive sur place. Bon, il y a déjà quelques voitures. Bon, il y a pas encore d'ambulance, pas de pompiers et une voiture, qui a passé un stop qui est, heu, prise, par un camion, venant de droite, un camion hollandais. La plaque de la voiture, c'était une voiture française et le camion roulait à 95 kilomètres à l'heure. Dans le Je ne pouvais carrefour? pas dans le carrefour. Ben oui, mais lui était sur une voie prioritaire, mais Oui, bon, il oui, pouvait d'accord. quand même pas rouler à Mmh. cette vitesse-là, c'était pas une autoroute et je ne vous dis pas le spectacle. Quand Mmh. j'arrive, le grand-père à l'avant est tué, la grand-mère, elle pisse le sang, elle a le bébé dans ses bras, le bébé est décédé, et la grand-mère, bon, et j'enlève la vitre arrière, enfin mon collègue arrive, on enlève la vitre, entre-temps les pompiers arrivent, l'ambulance arrive, et bon, bah, je vais dire par chance, parce que toutes les ambulances ne font pas ça, ils ont embarqué les 3 personnes, donc il y avait 2 décès et puis alors, j'en ai aussi, gros sur la patate quand je raconte cette histoire parce que c'est choquant. Je l'entends. Hem, Pendant que je fais une déclaration dans le combi, mon collègue m'apporte une sacoche, la sacoche de la grand-mère Mmh. et là-dedans, il y a beaucoup de billets de 500 francs et des francs français et donc moi, ça m'intéresse c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je regarde et je cherche après des papiers et je trouve la petite carte d'identité du bébé. Et le bébé, belge et les grands-parents français et donc je communique ça à ma centrale par radio et on me dit: «Ah, ça doit être le fils d'un magistrat». Il sonne à ce magistrat directement: «Oh, la gendarmerie». «Ah, mais je suis pas de garde». On lui dit: «Ben, c'est autre chose». Ah bon. Oh mon Dieu, mon Dieu. Alors il arrive sur place, je le vois encore arriver, je me dis: «Ça, c'est lui». Il se met sur le côté, je ne le connaissais pas, hein. Il vient près de moi: «Dites-moi». Ben, je dis: «C'est grave». «Dites-moi». Ben, je dis: «C'est très grave». «Oui, mais quoi?» Ben, je dis: «Votre beau-père est décédé, votre bébé est décédé, votre belle-mère va mourir». «Ah, bon, ben, venez dire ça à ma femme». On s'approche de la voiture et il y a un médecin qui s'arrête, il me dit: «Je peux faire quelque chose?» J'ai dit: «Oui, occupez-vous ici». Moi, je suis parti et puis j'ai continué mon constat, parce que bon, ça nécessite quand même, bon, je crois que j'ai eu une descente du parquet, donc ça nécessite quand même un accident si grave et quand je termine vers minuit, moi, je dois me rendre à l'hôpital pour voir l'état, du 3e, aussi aller chercher mes documents, le certificat de décès et quand j'arrive à l'hôpital, bah, la grand-mère est décédée, hein, et je vois encore ce magistrat se frotter les mains et il me dit: «Vous savez quoi?» il dit: «Mmh, mon beau-père a fait une faute, mais le chauffeur du camion roulait quand même trop vite. On va quand même essayer de se retourner contre lui pour essayer de récupérer un peu d'argent». Il arrive à penser ça, le jour même? Je lui ai dit tout de Et suite au revoir et je suis parti et puis j'ai quitté la brigade, j'avais demandé ma mutation pour Florentville et on me rappelle quelques mois plus tard pour le repas de nouvel an. Et oui, ça aurait été vous ou n'importe qui, je vous aurais remis la sacoche moyennant un inventaire signé de contenu. Ici, je me suis dit: «Voilà quelqu'un qui perd 3 membres de sa famille». Donc avant qu'il parte à l'hôpital, je lui ai donné la sacoche de sa belle-mère, sans inventaire, sans rien signer et quelques mois plus tard, je reviens au repas de nouvel an et mon collègue Serge qui me dit: «Tu te rappelles de l'accident?» Je dis: «Oui, j'ai jamais oublié ça». Il me dit: «Ben, j'ai eu la sœur ou la belle-sœur qui est venue. On a demandé: «Est-ce qu'il y avait de l'argent dans la sacoche?» Je dis: «Tu as dit oui au moins?» Il a dit: «Oui, oui, bien sûr» qu'il dit. La femme a dit: «Ben, ça va monsieur, il y a pas de problème, j'ai confiance en vous». Donc il avait payé tout le pognon qui était dans la chose et moi, bon, je dis ça aurait été n'importe qui et c'est une des rares fois parce que même parfois pour remettre une carte d'identité, je faisais un PV. Ici, je me suis dit: «C'est un procureur» et voilà. Alors bon, ben, ça des ça donne histoires, déjà une idée que tous les procureurs ne sont pas avec, on n'a pas des Michel Bourlet dans tous les coins, hein, parce que ça, non. des Michel Bourlet, il y en a pas beaucoup. Seulement, et Michel Bourlet, ben, on les bloque aussi, on ne les laisse pas, on les laisse pas faire ce qu'ils veulent. Ben, comme lui comme pour nous, ils ont une hiérarchie et la hiérarchie, on sait très bien qu'il y a des nominations politiques et bon, ben, si on te met en place là, ben, c'est que quand moi je suis reçu au Sénat
par une sénatrice et qu'elle me dit: «Monsieur Bill, vous mettez en cause 2 membres de notre parti, 2 juges nommés par notre parti. Monsieur Bill, désolé, je ne sais rien faire pour vous. Qu'est-ce que vous voulez que je dise?» Bon, On suite vous à a dit ça, ça clairement, comme ça, clairement, ouvertement? Oui, clairement, une oui. sénatrice, un vendredi après-midi, elle avait une demi-heure à me consacrer et je suis resté quand même 3/4 d'heure, mais elle m'a dit: Vous mettez en cause 2 juges nommés par notre parti, on ne sait rien faire». Alors, après ça, donc je suis parti à la brigade de Florenville. Mais bon, là, j'étais, hyper dégoûté. Moi qui étais d'abord actif, je vous dis, 2 gendarmes ont fait 6 prises de sang sur 1 an, sur une nuit et là, on en fait alors qu'à la brigade, on en avait fait 118 sur 1 an, à Mmh. 7 gendarmes et quand j'arrive à Florenville, ben, ils sont 11 gendarmes et ils en font 7 sur une nuit. Pourquoi? Ben, là-bas, on boit plus que les gens. Il y avait bah, oui, on est à la région d'Orval et les gens viennent boire et boire et boire et il y avait un bistrot dans la brigade, tenu avec une caisse noire et Mais le commandant de brigade. c'était une époque un peu particulière parce que moi j'avoue mon père était, faisait partie du palais de justice, et le vendredi soir, je sais qu'il y avait quand même, bon, on ouvrait Oui, des bouteilles, c'était très courant oui, comme le fumer vendredi soir, mais pas le lundi, ni le mardi, ni le ah mercredi à mais dix oui, heures du c'est matin. Bon, parce oui. qu'après il faut travailler et donc là, j'en garde aussi un souvenir un peu spécial. Bon, je ne veux pas entrer dans tous les détails, mais j'ai élucidé un vol, quand je suis arrivé chez le bonhomme, il m'a dit: «Bah oui, monsieur, tout ce qui est ici est volé, même mon slip». Il volait dans des magasins, il volait des vidéos, il volait des vêtements, il volait des bouteilles de vin et on avait ramené 3 combis, chargés au bureau et j'ai le commandant de brigade qui me dit, je crois qu'on est le 5 novembre, 6 novembre 1985, donc ça remonte déjà des années et il me dit: «Tu te rends compte?» parce que moi je devais retrouver tous les commerçants pour leur restituer et il me dit: «Tu te rends compte, Aimé, du Gevrey Chambertin, 595 francs la bouteille. Alors tu sais quoi?» Il me dit je dis: «Quoi?» «Je vais enlever les petites capsules rouges au-dessus et comme ça, quand le commerçant viendra pour les récupérer, bah, lui, il ne saura plus les revendre et moi, je vais lui les acheter à 150 francs». Je le regarde, je dis: «Mais vous rigolez, c'est une blague?» «Ah non», il dit: «C'est ici, on fait comme ça». Je dis: «Si vous faites ça, moi, je fais un PV à votre charge». «Quoi, tu es un type comme ça, toi?» qui dit. Je dis: «Oui». «Eh ben, alors je te retire l'enquête». «Il y a pas de problème», je dis et moi je pars. Le lendemain, j'ai pris le train, j'étais donné du sang à l'hôpital militaire à Bruxelles, j'étais à l'état-major, je dis: «Moi, je reste plus dans cette brigade». Et j'ai demandé ma mutation et pour la BSR de Bruxelles. J'ai été trouver le colonel de Rieder qui est devenu commandant de la gendarmerie par après. J'ai dit: «Écoutez, moi je ne sais plus rester travailler comme ça, j'ai déjà 2 ulcères depuis le début de l'année. Quand vous demandez une place, on doit y rester 2 ans». Donc moi, il y avait 10 mois que j'étais là et j'avais déjà 2 ulcères. Alors donc j'ai dit: «Moi je ne reste pas dans cette brigade-là». Et il m'a dit: «Ben, qu'est-ce que tu veux?» Ben, je savais qu'il y avait des places pour la BSR, mais je crois que c'est trop tard pour rentrer la demande. Il m'a dit: «Ben, ça va, fais ta demande». J'ai fait ma demande. On était au mois de novembre. Le 19 décembre 85, je passais mes examens, que je réussissais. On vous demande même le nom des affaires étrangères en Russie. On vous demande le nom du stade de football qui a brûlé. C'était Bratskovo, il y avait 52 morts. Donc vous voyez, hein, bon, je n'ai rien Ah pu faire ça de change plus. de notre époque. À mon avis, on ne doit plus demander les mêmes choses. Et alors donc, oh ben non, mais pour vous dire un petit peu et donc au mois de le 26 janvier, j'arrivais à la BSR de Bruxelles. Bon avec normalement quand vous arrivez à une BSR, bon, vous devez directement aller suivre des cours, une formation de 4 mois et ben, moi ma formation je l'ai faite de 2 mois 2 ans et demi après, hein, voilà, parce que bon, bah, ils ont d'abord envoyé les plus jeunes et nous avec notre expérience, Mmh mh. finalement, ben, on est passé les derniers à la formation, mais on en savait plus que les instructeurs, puisque les instructeurs, ben, ils sortent de l'école, ils vont peut-être une fois en brigade, hein, faire un petit stage ou une fois en PSR, C'est ça, quoi, mais oui. c'est tout. Alors donc nous, on avait l'expérience du terrain, donc on a pu, on expliquait beaucoup de choses et donc voilà, donc moi j'ai travaillé d'abord à la section vol, meurtre par la BSR de Bruxelles, pendant, donc de 86 jusqu'en 94. Bon, je n'étais pas apprécié parce que bon, bah, moi j'étais pas un pilier de comptoir, j'aimais pas tellement d'aller à la cantine, et j'aimais bien de boulotter. Il y a des fois, je comptais même pas mes heures parce que bon, Mmh on mh. avait tout le temps des problèmes. Ça a été je n'ai eu que ça toute ma vie, ça a été, moi, mes officiers, il y en a déjà qui m'ont dit: «Si on veut te punir, on doit te mettre en congé ou en repos». Et donc, mais quand oui, moi je veux bien, mais quand vous ne faites rien, vous ne savez pas avoir d'heures supplémentaires, aussi il y en a qui en ont, mais sans rien faire et je vous donne un exemple de mentalité dans cette BSR de Bruxelles. On a eu ce qu'on appelle le violeur blond qui rôdait dans les quartiers de Woluwe et on décide de faire des observations avec des équipes mixtes, gendarmerie, PJ
Et donc on est un vendredi soir, là, dans une petite rue déserte à Woluwe. Je suis avec une dame de la police judiciaire, on discute, on ne dort pas, on ne drague pas, rien du bon, on discute. Puis je vois un type qui passe. Je me dis: «Tiens, on peut le contrôler, hein, un type là qui passe», je sais pas, Des et on le ressentis. contrôle. Mmh. Et on le contrôle. C'est pas dans le violeur, mais il fallait retirer le i. C'était un voleur, il venait de voler 2 portefeuilles. Bon, bah, donc on n'a pas perdu son temps, on rentre au bureau, donc je préviens mon chef qui est un autre poste d'observation, qui est un autre poste d'observation, et on rentre au bureau. Naturellement, bon, ben, vous avez un voleur, ben, il faut d'abord l'interroger. Après, il faut trouver les victimes, qui ne le savent peut-être pas encore qu'on leur a volé leur portefeuille, parce que je Mh. crois qu'ils ont des pareils dans le sang, tout ça. Et puis après, bah, il faut aller faire une perquisition chez eux, il faut trouver d'autres portefeuilles, hein, bon. Naturellement, quand le chef rentre, je me fais engueuler: «Tu étais pas là pour ça. Le lundi, on va trouver l'officier». «Ouais». Et l'officier: «Bah oui, tu étais pas là pour ça». OK. Alors moi, je dis à l'officier: «Bah écoutez, le week-end prochain, on recommence les observations. Eh bien, moi, je serai à mon poste. Alors faites-moi plaisir, allez voir si lui sera à son poste». Et le week-end suivant, bah, il se doutait quand même de quelque chose. Il a pris un autre officier et ils sont tombés sur mon gradé, mais ils étaient dans un bistrot, eux buvaient. Et eux, ils n'ont Ah! pas de problème. Et eux, ils n'ont pas de problème. Et moi qui travaille, j'ai des problèmes. Vous savez, Marc Verwilgen m'a posé une question: «Est-ce que vous avez déjà des problèmes avec votre hiérarchie?» Entendez-moi bien, je vous regarde droit dans les yeux, le public qui va regarder ça. Le dernier vendredi du mois d'octobre 1994, j'ai libéré seul une femme turque, battue, violée, séquestrée depuis 5 mois, à 13 heures. Je l'ai embarquée dans ma voiture de service. J'étais parti pour aller déposer des convocations, et puis j'ai eu la chance de passer devant le bistrot où on leur faisait travailler. Il y avait 5 jeunes arabes clients là, donc le gars qui l'a séquestré était parti faire une course profitant qu'il y avait des clients. Je suis rentré dans le bistrot, quand j'ai montré ma carte, elle m'a dit: «Monsieur, oui, je viens avec vous». J'ai fait payer les autres et on est parti. J'ai demandé directement qu'une patrouille vienne pour quand le type allait rentrer, ils l'ont attrapé. Donc moi je suis rentré, j'ai interrogé la femme. J'ai ensuite, interrogé le type qui l'a séquestré, un autre Turc, mais qui ne parlait pas français, donc j'ai dû appeler un traducteur, un interprète, pardon. Et puis alors, j'ai dû faire une confrontation. J'ai téléphoné au parquet, faire les photos, faire les empreintes. Je n'ai pas eu de l'aide de mes collègues, parce que bon, à part faire un faux rapport pour ça, ben, c'est tout ce qu'on a su faire. Je devais finir, c'était le dernier jour de la période, je devais finir à 16 heures. Je vais finir à 19h45. Mmh. Le lendemain, donc, le type était amené chez le juge, monsieur Van der Merch, et qui me par après a mené l'instruction, et ce type a été condamné à 3 ans de prison. Mais quelques jours plus tard, parce qu'après octobre, ben, le début, ben, le 1er novembre, 2 novembre, ben, on est en congé, et le premier jour ouvrable, j'ai été appelé chez le commandant de la BSR qui m'a dit: «Ça ne venait plus un jour, il y avait 5 mois que ça durait. Tu aurais pu attendre la semaine suivante pour libérer cette femme». Elle aurait peut-être été morte Alors je dis: entre-temps. «Mais est-ce que vous parleriez comme ça si c'était quelqu'un de votre famille?» «Oui, ce n'est pas la même chose». Je dis: «Et s'il lui arrive quelque chose, qu'est-ce qu'on va dire?» Là, je m'expliquerai que c'est une question de budget. Dans 25 ans, puisqu'il faut 50 ans maintenant pour les archives de la, commission parlementaire Verwilgen, du trou, eh bien, dans 25 ans, on pourra relire ce que je viens de vous raconter dans mon audition, je ne l'ai pas inventé aujourd'hui. Ça, c'est ma hiérarchie. J'ai un collègue, un jour, on me met avec lui, c'est un qui a fait des faux PV ici pour démolir, Regina Louf. On me met avec lui, et le gradé justement qui était au bistrot pendant qu'on fait les surveillances, me dit: «Bon voilà, je te mets avec lui, il faut le surveiller parce qu'il lit le journal». Le lendemain, le type il lit le journal, le gradé rentre, il me dit: «Alors, je t'avais dit», il m'appelle, il me dit: «Je t'avais dit de», ben, je dis: «Toi, tu es gradé, tu as qu'à lui dire». Sur le lendemain, même chose. Troisième jour, il lit le journal, c'est plus le gradé qui rentre, c'est l'officier, le capitaine. Le gars, il lit le journal, le capitaine se met derrière lui, il lit le journal avec lui. Bah, voilà quoi, donc bah, oui. Quelques jours plus tard, ce collègue lit le BCS, donc le bulletin central de signalement, les avis de recherche. Mmh. L'officier rentre, il lui dit: «C'est tout ce que tu as à foutre, ça». Oh là là! Pouh! Oui, d'accord. Et donc, quand l'officier est sorti, j'ai dit: «Tu prends une voiture et on part tout de suite». «Pourquoi?» Il dit: «Tu prends une voiture, on part. Je t'expliquerai». 3/4 d'heure après, on rentrait avec un type avec les menottes.
j'avais lu des avis de recherche, il y avait un type qui avait 9 mois de prison à faire. Je savais plus ou moins le trouver et 3/4 d'heure après, il était au bureau, il était arrêté. Alors donc et l'officier, tout de suite avec son cahier de statistiques, très content, il y avait une arrestation vraiment. Vous savez, vous aurez arrêté un chien qui pissait contre une maison ou n'importe quoi ou un arrêt de bus, il était content, c'était une arrestation et donc ben, voilà, ces statistiques, il pouvait dire: «Ah, on a fait une arrestation c'est aujourd'hui» ça. et donc pour ça, ben, quand vous lisez le journal, vous ne savez pas avoir de problème, vous ne savez pas avoir d'heures supplémentaires. Moi, en arrêtant ce type, imaginons qu'on fasse une perquisition chez lui et qu'on découvre autre chose et qu'il dénonce un autre et puis un autre et qu'on doive mobiliser une équipe ou 2 équipes ou une section pour eh bien, à ce moment-là, vous avez des problèmes. Sauf maintenant, encore une fois, si c'était des gens, importants qui seraient préjudiciés. Parce que quand moi je les suis par exemple, je crois que c'était des vols à main armée et quand j'ai le site où ils volent, ben bon, moi je continue à chercher. Qu'est-ce que le chef de la BSR vous dit? Il y en a 8, il va pas prendre même si tu en as 10 ou 15, il va pas prendre plus. Je dis: «Mais ça, c'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est qu'il y a des faits qui ne sont pas désignalés, mais il y a des victimes là-dedans, il y a des préjudiciés». Parce que quand vous arrêtez, si imaginons vous habitez dans un petit village, dans les Ardennes ou n'importe quoi, enfin vous arrêtez un petit village et il y a beaucoup de vols dans ce village et vous avez mettons 30 maisons qui ont été cambriolées sur un mois et puis vous arrêtez l'auteur et qui vous dit parce que justement, allez, je vais prendre un exemple, vous le prenez en flagrant délit dans la rue du Pont et ben, justement, rue du Pont, on a cambriolé 6 maisons. Ah et là, il est en aveugle. Eh bien, pourquoi est-ce que les autres n'ont pas droit aussi à une justice? Eh bien, tout ça parce que, Il y bah, a pas assez de moyens. les Ça coûte, ça coûte. non, les statistiques, ben, voilà, on a eu une arrestation, Oh, donc c'est ça ne bon, sert à rien et le d'accord. type mais oui, mais bon, il faut penser aux victimes. Donc ça, c'est un peu leur mentalité et je dis: «Si vous voulez, moi, je parle jusque demain». Moi, je l'ai toujours dit, moi, vous me mettez devant une commission parlementaire, vous me donnez un verre d'eau, vous me donnez, une tranche de pain, je veux bien parler pendant une semaine C'est ça. pour raconter. Je voyais encore tantôt un ancien gendarme qui suggérait d'ouvrir une fois une page Facebook pour que tous les anciens gendarmes racontent Mmh mh. les saloperies. Mmh. Parce que bon, moi j'appelle ça des saloperies. Ces gens, est-ce qu'ils méritent quand même d'avoir le pouvoir, d'être à un commandement? Est-ce que Mmh. c'est digne d'un officier d'agir de la sorte? Non, je suis d'accord si maintenant, je demande pour travailler et qu'on me voit endormi ou que Non, mais non, c'est non, pas non, non, c'est pas le cas, oui, oui, on se comprend et bien. donc Si quand c j'ai vu quand j'ai bon, j'avais eu dans cette mentalité-là, bon, il y en a un qui s'est fait passer pour moi au téléphone, hein, parce que bon, j'avais rendu un on est loin de parler d'un service. J'avais aidé un Turc, mais bon, en échange, ben, il vous donne quand même des trafiquants de drogue. Et encore, c'est pas, on n'a rien fait d'illégal, hein. C'était parce qu'il avait une amie bulgare et il m'avait demandé si je ne savais pas, la verser un ordre de quitter le pays, si je ne savais pas m'arranger pour effacer l'ordre de quitter je le crois que ça pays. arrive quand même couramment au niveau de la police qu'il y ait quand même des genres d'indics et des choses un peu dans ce style-là, Oui, bien non? sûr. Et il me demande pour pouvoir effacer un ordre, de quitter le pays. Mais je n'ai pas effacé. Moi, j'ai téléphoné à l'Office des étrangers pour dire qu'on lui avait donné un ordre de quitter le pays de façon illégale. Et alors, quand je leur ai montré les preuves à l'Office des étrangers, ils m'ont dit: «Ben oui, monsieur, on supprime cet ordre de quitter le pays». Et donc, ce type était content et il m'a donné les renseignements que je communiquais à la section STUP. Et quelques mois après, ce type a téléphoné et je n'étais pas là. Et un collègue dans le bureau voisin a entendu mon C'est fait téléphone passer pour sonner, lui. il a décroché, l'autre a dit: «Ah Billy, oui, dis on peut se voir, j'ai encore un petit service à te demander». Alors ce gradé a vite été chercher l'adjudant, ils ont vite été chercher le capitaine et ils sont allés, à la rencontre de ce Turc. Moi j'étais en congé. Et le lendemain quand je reviens, le capitaine m'appelle et il me dit: «Qu'est-ce que tu as fait pour rendre service à ce type?» Je lui explique ce que je viens de raconter avec, l'ordre de quitter le pays. Il m'a dit: «Oui, je comprends». Il dit: «Est-ce que tu as une preuve?» Je dis: «Je n'en ai pas, mais je vais vous allez dans une heure, vous l'aurez». J'ai sonné à l'Office des étrangers, j'ai encore le document, je l'ai encore maintenant en 2024. Ils m'ont envoyé un document comme quoi, j'avais téléphoné et que c'était une communication téléphonique et que l'ordre de quitter le pays était annulé. Et donc l'officier m'a dit: «Tu vois où en sont tes collègues?» Je dis: «Bon, moi je reste plus dans cette section de fous». Et donc je suis demandé pour passer à la section financière parce que bon, moi, Alors, les meurtres.
Oui, les mais mœurs. pardon, je suis désolée, je vous coupe, mais est-ce que c'est, parce que justement vous travaillez parfois trop bien et enfin, ça on le remarque aussi parfois, il y en a qui n'ont pas envie de changer leur rythme de travail, puis vous retrouvez à côté d'un collègue qui est un petit peu trop, motivé et puis alors après, vous en fait, en travaillant trop, vous mettez en avant qu'il y en a certains qui ne travaillent peut-être pas assez, donc peut-être Vous que savez, finalement le gars que je parlais tantôt, là, qui a fait le faux PV dans l'affaire Weinstein, là, pour, discréditer Regina Louf, je oui, me rappelle un jour, on tous les 2 pour aller arrêter l'auteur d'un hold-up et c'était, pas loin de la place Rogier, dans une maison, en 3 étages, les vieilles baraques, là, et on arrive en civil, on se présente à la porte, la dame vient ouvrir et on lui montre, notre carte et je demande après un tel, elle me dit: «Bah, il dort au 3e étage». J'étais déjà dans la chambre. Le type était déjà couché par terre avec les menottes que mon collègue arrivait seulement dans la chambre, quoi. Il a traîné d'accord, parce que bon, alors vous ne savez pas compter tellement sur eux. Alors bon, à c'est ce ça, moment-là, vous ne voilà, il y en a bon qui vous suivent, qui c'est travaillent, ça, qui en exactement. veulent et il y en a qui n'en veulent pas. Bon, ils veulent, oui, il y a des gendarmes qui m'ont déjà dit: «Tiens, si on avait» était en uniforme, si on avait autant parce qu'on faisait des amendes, pour le roulage, les infractions de roulage, à l'époque, c'était 500 francs. Ben, il y en a qui m'ont dit: «Si on avait une prime, ben, j'en ferais plus, quoi». Mmh mh. Alors, quand vous entendez ça, ben, c'est pas le pharmacien qui va faire des amendes, c'est les gendarmes et donc voilà. Alors naturellement, quand vous travaillez, vous êtes aussi confronté à des plaintes de gens qui viennent déposer plainte. Je me suis retrouvé dans la chambre du conseil à Bruxelles. Une Marocaine m'avait accusé de l'avoir, frappé dans les bureaux, frappé dans son magasin, imité sa signature. Mais alors la chose qui a été le plus visible, c'est qu'elle déclare que quand je l'ai interrogée dans mon bureau, j'ai ouvert le robinet à gaz et que tous les gendarmes pleuraient, mais pas moi parce que je me cachais derrière une machine à écrire. Alors, bon, elle leur a encore dit que j'avais mis un masque à gaz et je me suis retrouvé alors l'officier est venu, un officier qui ne m'aimait pas, il n'aimait personne et personne ne l'aimait non plus, est venu faire l'enquête et après 3 4 heures d'enquête, je lui dis: «Est-ce que vous avez trouvé le robinet de gaz?» «Non, pourquoi?» Il me dit: «Bah, parce qu'il n'y a pas le gaz dans les bureaux». Et un beau jour, bah, j'avais fait la nuit, je dormais et la police sort de chez moi à 10 heures au matin et c'était une convocation pour la chambre du conseil et donc je suis passé en chambre du conseil à Bruxelles en 1980 et bah, directement j'ai eu le non-lieu, elle a été condamnée et bon, j'ai eu un jour un type qui attendait trouver mon commandant de brigade, il était en double fil, il a reçu une amende. Quand je suis rentré au bureau, le commandant de brigade m'appelle et il me dit, «Ah, tu as fait une amende ce matin et le type n'est pas content». Bah, je dis: «J'en ai fait beaucoup d'amendes ce matin». Sur une matinée, je crois que j'en avais fait une fois 68 donc ah oui, non, et il y en a qui n'ont pas fait c'était des carnets de 15, mais je crois qu'il y en a qui n'ont pas fait 15 sur leur carrière et moi, sur une matinée, on avait fait 68. Oui, on prenait toujours on partait pour 4 heures, nous, quand on rentrait et donc il me dit qu'est-ce que je lui ai dit? J'ai été grossier avec lui. «Non, non», qui dit: «Mais quand tu lui as fait l'amende, il y avait une cigarette en bouche». Le problème, c'est que je ne fume pas. Donc vous voyez, vous avez des gens qui, par tous les moyens. Oui, bien sûr, bah, oui, Et puis après, clairement. donc je suis passé à la section financière chez Patrick Debat. Je me suis retrouvé directement dans son bureau, comme équipier et donc bah, j'étais tout à fait débutant dans la section financière. Bon, bah, il m'a appris vraiment, bien à beaucoup de choses en procédure aussi que d'autres qui étaient mieux qui étaient aussi bien placés, d'autres adjudants ou gradés n'ont pas fait. Et lui, bon, c'était vraiment la perfection. Et donc voilà, ben, on a travaillé avec Patrick Debatz. Maintenant, il faut savoir une chose aussi, on pourrait se poser la question, et je tiens à le préciser, on pourrait se dire, enfin, comment ça se fait que ce sont des gendarmes de la section financière qui s'occupent de mœurs avec Regina Louf et C'est Neuchâtel? ça, oui. Il faut d'abord être clair, il faut être précis. Un gendarme, il est compétent sur tout le territoire du royaume. Bon, si je suis en short à Arlon ou à Ostende et que je suis en vacances, je vois un type qui est mal garé, je peux lui faire un PV. Mmh mh. Bon, il est compétent même en civil. Bon, naturellement, si je dois le faire à Ostende, je dois le faire en flamand. Ça, c'est pas ma langue, malheureusement. Mais, donc, il faut savoir aussi, quand on est en brigade, ben, vous êtes appelé sur toutes choses, toutes sortes de délits, de faits. Vous devez vous débrouiller, vous êtes en 2 de permanence, ben, vous pouvez tomber sur un viol, vous pouvez tomber sur un meurtre. Après, bon, ben, ce sont des équipes spécialisées qui viennent. Quand vous êtes en ABSR, ben, c'est la même chose. Vous êtes en de permanence, donc il peut y avoir, une patrouille qui tombe ou et un appel pour un viol, pour une affaire de gros. On se débrouille à 2.
parce que bon, on est à 2 la journée de la même équipe, mais la nuit, on est, 19 h à 7 h. On n'est pas on patrouille, 4 heures et puis, ben, on rentre chez à la maison et on est contactable. Donc on peut avoir aussi bien un fait d'armes, un fait de drogue, un fait de vol, n'importe quoi et on se débrouille et si on a besoin, on rappelle du renfort. Mmh. Voilà et donc il ne faut pas s'étonner que les gens ne s'étonnent pas en se disant: «Oui, mais enfin, qu'est-ce que des financiers ont fait là-dedans?» Bah, on était C'est ça, compétents je dirais oui, dans voilà, tous les vous êtes domaines. compétent quand même, Alors Voilà. donc moi j'ai un petit peu regardé, je suis retombée sur l'émission, Controverse à l'époque, je Du crois que c'est 11 octobre 1998. et j'ai été vraiment choquée. Honnêtement, j'ai été choquée parce que bon, voilà, c'est parce que bon, je vous reçois, donc évidemment, j'approfondis un tout petit peu, puis je me retrouve face à une émission où déjà, c'était un présentateur que je n'appréciais pas spécialement. Déjà, sa manière de présenter l'émission, hein, déjà, Moi, je suis c'est pas d'accord. Ça, je suis pas d'accord. non, Enfin, non, mais moi, c'est viscéral. Il y a des fois où je il comprends. a une Chacun ses attitude. Oui, oui, oui. Mais par contre, j'ai été admirative de votre manière de vous défendre aussi bien. Enfin, de vous défendre, vous n'aviez non, rien mais à moi, c'était une défendre. condition, hein. Moi, j'avais dit à monsieur Vrébos, à Pascal, je lui dis: «Moi, je veux bien venir, mais il ne faut pas, dès qu'on a posé une question, passer déjà à la suivante chez quelqu'un d'autre. Bon, moi, je veux bien venir avec 2 maths, mais il faut qu'on puisse s'exprimer pendant une vingtaine de minutes». C'est ça, Et exactement. il nous a laissé, si on regarde bien l'émission, il nous a laissé parler, il nous a Oui, laissé oui, nous mais exprimer. le début a été un peu trash, j'ai trouvé. Après, effectivement, ça s'est un peu calmé. Mais le début était quand même un peu trash. Bah, c'est bizarre, hein, il y a tout le monde qui est contre vous, mais vous, vous dites que vous êtes gentil et que vous êtes bien. Et je me Oui, mais dis, oui, ça, mais bon, on l'avait rencontré un petit peu avant, on avait quand même expliqué un petit peu, je lui avais quand même raconté, puisque on se connaissait déjà depuis on avait fait connaissance le dimanche 17 novembre 1996 dans les locaux d'RTL et donc, ben, ici, ben, quand l'affaire du Rupo a éclaté, enfin, quand on a été mis en cause dans l'affaire du Rupo, ben, il m'a recontacté et donc on est resté en contact et il a eu l'amabilité de m'inviter la semaine passée sur LN24, ben, mhm, il y a 10 jours maintenant. Et donc, moi, et surtout son honnêteté, parce que dans l'affaire avec Clotaire de Cairns, qu'on en parlera par après, il a été parfaitement, parfaitement honnête et correct vis-à-vis de la magistrature. Et donc, oui, bon, ben, je lui avais expliqué. Vous savez, on nous accuse de ça. D'ailleurs, on l'avait dit chez lui devant Clotaire de Cairns et devant Patrick Morio exactement. le 28 septembre 97. Oui, on nous accuse d'avoir fait un brassard, on nous accuse d'avoir fait les fous de jus, on nous accuse C'est de ça. l'affaire de vous, on a les idiots. Alors, bon, bah, c'est normal, alors c'est normal qu'ils vous disent, bah oui, mais alors que vous n'avez rien fait. Donc, parce que notre hiérarchie pouvait démentir, mais elle ne l'a jamais fait. C'est Et ça, donc, oui. alors, bon, bah oui, cette émission, je ne sais pas Ah, si vous suivez. moi je l'ai regardée avec beaucoup d'attention parce que bon, voilà, je me suis dit, et c'est là qu'on se rend compte effectivement qu'il y a un Est-ce que problème. j'ai est-ce que qu'il y j'ai a- violé le secret professionnel lors de cette Ah, non, émission? ah non, 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 vous avez été Mais non, vraiment non, très pro. et ben pourtant, il y a enfin, je ne sais plus comment il faut les appeler, si c'est des lumières, des phares, des projecteurs, qui ont vu en ça une, violation de secret professionnel et directement on a transmis des réquisitions complémentaires au juge Pignolet, parce que pour nos ce qu'on avait dit à controverse et c'est vrai que j'ai montré un document à controverse. J'ai montré un réquisitoire que j'avais acheté, hein, puisque j'avais eu accès au dossier, un réquisitoire de mise à l'instruction du dossier qui n'était pas notre charge, mais qui était à charge de X, parce qu'on De avait fait un X, oui, plaidoyer. bah oui, c'est ça, Et oui. donc, tout le monde disait qu'il y avait une instruction à notre charge, puisqu'il n'y avait jamais aucun démenti, ni du parquet, ni de la gendarmerie. J'ai voulu montrer ce réquisitoire pour bien montrer ce n'est pas à charge de Patrick Debattre, ce n'est pas à charge d'Aimé Bill, c'est à charge de X. Et pour ça, ces idiots, je ne sais pas, je sais pas Mais d'autres non, c'est mots, hein. pas idiot, mais on va un Non, petit peu c'est être pas un des petit peu idiots plus parce que clair. Je ne suis vous pas aviez sûre une que ce magistrat soit des idiots. Je pense que si vous quand même, regardez on sait très si bien que vous vous avez regardez dérangé, mais vous avez Si vous dérangé monsieur regardez Immobile. la magistrate qui est là du Conseil supérieur de la justice, quand vous voyez sa tête, ça ne lui plaît pas qu'on Mais parle. non, oui. Elle sait qu'on est des emmerdeurs, ça ne lui plaît pas. Mais Alors vous justement, voyez que on est bien là, d'accord que là, vous dérangez. À partir du moment voilà, où vous êtes un peu trop consciencieux, un peu trop à titiller, parce que ben, vous êtes tombé sur des choses qu'il fallait pas, il n'aurait pas fallu voir. Et en plus, vous insistez, vous continuez et vous persistez. Évidemment que vous dérangez. Et maintenant, on le voit avec le recul. Parce que là, à ce moment-là, vous avez la tête dans le guidon. Vous n'êtes même pas conscient, à mon avis, de toute l'ampleur que ça avait
que ça prenait déjà, enfin bien que, mais je veux dire, à l'heure actuelle, maintenant, avec le recul et les informations qu'on a, mais est-ce que vous vous rendez compte quand même de l'affaire? Je pense que c'est l'affaire, une des plus grosses affaires qui a eu lieu en Belgique. Oui, Est-ce que vous vous rendez compte, ça fait, allez, 27 ans. Ça fait 27 ans et c'est comme si c'était toujours hier. Donc je pense qu'en fait, quelqu'un comme vous, évidemment, vous avez dérangé. Évidemment, parce que vous étiez avec le doigt sur la gâchette pour faire exploser tout. Et si on ne vous arrêtait pas, ben évidemment que ça allait foutre le bordel et que c'était une question de sécurité nationale. C'était une question de attendez, sécurité nationale, là, on est bien d'accord. Vous avez vous de la chance savez, d'ailleurs, vous êtes toujours là. quand j'étais en brigade à Sprimont, je me rappelle, il y a un garde champêtre qui attrape un type de la localité avec une infraction de roulage. Je crois que c'est contrôle technique et périmé et il lui fait un procès verbal. Qu'est-ce que ce contrevenant fait? Bah, il va trouver le bourgmestre, chef du garde champêtre. «Ah monsieur le garde champêtre, regardez un petit peu. Monsieur le bourgmestre, regardez un petit peu votre garde champêtre». Le bourgmestre, pour avoir des voix, ben, il prend le risque de dire: «Bah, ça va, je vais m'en occuper». Alors imaginez-vous un bourgmestre qui dit à un petit garde champêtre: «Tu laisses tomber». Est-ce que le petit garde champêtre va oser dire non? Bah, c'est clair, je veux dire, il faut, ben voilà. Mais vous, Et par contre, vous mais avez le osé mais le dire garde non. oui, mais je vais vous en raconter une et le garde champêtre, qu'est-ce qu'il me faisait? Qu'est-ce qu'il me disait? Il dit: «Je veux bien l'attraper». Alors pouf, dès que je pouvais, clac, et le type il avait son PV, il fallait pas que le bourgmestre le téléphone. Je vais vous raconter une histoire que j'ai faite en 1995. On a fait des perquisitions au commissariat général aux réfugiés politiques avec le juge Pignolet et on a fait une descente là-bas pour des chipotages, des fraudes et bon, donc j'ai continué toute l'instruction avec le juge, qui m'a fait, je crois, 14 classeurs de PV, donc c'était une grosse enquête et je me rappelle un jour, on interroge une conseillère communale qui était un peu impliquée. Je sonne au juge dans l'après-midi, il me dit: «Vous me l'emmenez tout de suite?» Ça va. On arrive dans son bureau et il me dit, en discutant avec lui: «Ah, elle parle d'un médecin, il faudrait entendre le médecin». Je dis: «Oui, mais le plus vite possible», qu'il me dit. Bah, je dis: «Écoutez, je peux déjà téléphoner d'ici?» «Oui», qu'il me dit. Téléphone, il était 16h30. Je dis: «Docteur untel, oui, voilà, c'est la gendarmerie, je vous attends à mon bureau, avant 18h». Il ne me demande pas pourquoi, enfin, je ne sais plus, ou s'il me demande pourquoi, ben, de toute façon, je n'allais pas lui dire, ouais, je lui explique que c'est pas grand-chose et donc je rentre au bureau et bien je me vois vers 17h30, je suis au bureau et j'ai le médecin devant moi, et j'ai mon téléphone qui sonne. Gendarmerie, BSR. «Comment?» Téléphone qui ressonne. «Oui, oui, vous êtes qui?» «Général Franzen». Je dis: «Oui et quoi? Pourquoi est-ce que vous avez un médecin dans votre bureau?» «Ça ne vous regarde pas, je travaille dans une instruction judiciaire». Schlac. Alors j'ai dit au médecin: «Comment ça se fait que j'ai un général qui me téléphone?» «Ben oui, qui dit que vous m'avez convoqué, j'ai téléphoné chez le général Closset, mais il n'était pas là, alors c'était sa femme et donc sa femme téléphonait au général Franz et donc le général téléphone». Mais moi j'ai rien à foutre de ces gens-là. C'est pas une question de manquer de respect, non. Je travaille dans une enquête judiciaire. C'est ça. Si je commet mais maintenant entre nous, j'en ai qui vont dire: Faites attention pour le micro. Rapprochez-vous un tout petit peu pour le micro pour que je «Je vous n'ai pas entende bougé parce de que place, je non, n'ai mais pas ça, bougé de par moment, j'entends pas. C'est à mon avis quand vous place». tournez la tête. Et donc, il y en a qui auraient tout déballé au général parce que c'est un général qui vous C'est téléphone. ça. Mais moi, c'est pas que ça soit un général ou un ministre ou quoi. Moi, Chacun je son travaille dans une travail. enquête j'ai une enquête judiciaire, moi, je fais mon travail. Parce qu'après, on Exactement, pourrait encore me dire que j'ai divulgué le secret d'instruction. Moi, exactement. le juge m'a demandé d'entendre quelqu'un, je l'entends, je n'ai pas à m'exprimer. Éventuellement, à mon chef d'équipe, c'est logique. À mon officier de section, c'est logique. Un général qui veut téléphone, qui n'a rien à foutre, il est là dans son bureau, occupé à se les gratter, comme on dit, et que Mmh. tout d'un coup, voilà, qu'est-ce qui se passe pour rendre service? Je n'ai rien à voir avec ça.
Et ça, Mmh. c'était un peu ma mentalité. Naturellement, C'est vous ça. ne faites pas vous Non! devez faire tous les paliers, hein, là, Ah ben non, ben clairement, je veux dire là, vous êtes clairement, le petit clou dans la chaussure, hein, pour des gens qui ont envie peut-être de travailler un peu à leur rythme et cetera, et Patrick de heu, Batz, c'était c'était le même. c'était encore C'était pire que encore moi, mais pire. on a fait notre boulot. On a fait notre boulot. On est payé, le pharmacien, il vend ses pilules et le cafetier, il sert ses verres et ben, nous, ben, on fait nos enquêtes et c'est tout. C'est ça. On n'a pas à justifier, à expliquer comme quoi que ce soit, parce que vous n'avez pas chez Mmh. nous. Où va-t-on? Ouais. Alors au niveau vous relancez ce livre, parce que ça vous reste bien évidemment en travers de la gorge ce qui s'est passé. Oui, je vais le remettre, attendez, je vais le remettre parce que j'ai préparé ça comme une grande fille, parce que je voulais absolument que ce soit fait, proprement. Donc je les remets ici, voilà. Dutroux l'enquête, assassiné, révélation d'un gendarme écarté de l'enquête, avec pour préface, vous avez Philippe Gueluc et Michel Bourlet et Johan Terling. Ben voilà. Donc on peut le trouver évidemment sur Amazon, je suppose, on peut le commander en librairie. Non, pour l'instant, c'est sur le site d'Investig Action. Ah oui, j'ai vu ça. Bon, il a été vendu à la foire du livre où là, ben, pendant 18 heures, j'ai fait des dédicaces. On venait m'en chercher 5, on venait m'en chercher 6, 7, 2, Il était 3. attendu ce livre. Il est Et vraiment, et vraiment. celui qui m'en demandait un, étant tellement fraudeur, je leur disais: «Prenez-en 2 parce que la page 30 parce que la page 34 de ce livre-là n'est pas la même que dans la». Alors bon, il fallait un peu d'humour. Et Oui, 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 c'est clair. dimanche, j'ai une dame qui m'écrit, elle me dit: «Beh, j'en ai déjà commandé 2, je les ai reçus, maintenant je viens d'en recommander 2». Bah, je dis: «Ça fait 4, c'est peu, ça serait mieux 10». Le soir, elle m'écrit: «Voilà, je suis à 10». Bah, j'ai dit: «Ça serait mieux 20 ou 30». 1 heure après, elle me dit: «Je viens encore d'en recommander 2». Alors je lui ai dit: «Mais C'est une blague, hein, madame, hein? c'est une blague». Je lui ai dit: «Quand même, vérifiez toutes les pages». Et je lui ai cité 5 numéros de pages, mais aussi j'ai ajouté la page 563, puisqu'il y a que 520 pages dans le livre. Mais bon, donc voilà, j'ai fait Donc ce c'était quand livre. même un livre, voilà, c'est un livre qui vous tenait à cœur. Alors comment ça se fait que vous vous retrouvez en France? Moi, c'est voilà, donc est-ce que c'est le Ça n'a fait rien à voir avec d'avoir le livre, hein, ça n'a rien à voir non, avec le livre. et ni avec D'abord, l'histoire, avec ce qui s'est bon, passé? bah, écoutez, moi le Est-ce que livre, c'est, non, 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 rien à voir. non? Mise Heu, au vert? écoutez, moi le livre, je me rappelle encore des paroles de Gino Rousseau à l'époque, m'avait dit: «Ben, Bill, fais un livre». Et je lui avais répondu: «Ben, Gino, si je dois faire Universalis». Puis j'ai encore été interviewé par Pascal Vrébos au palais de justice de Deneschâteau avec Mmh. Michel Bourlet au mois de juin 2016 pour les 20 ans. Hein, C'est c'est ça? l'émission qui est passée après. Et puis, en 2018, je suis allé à l'enterrement d'un collègue. J'ai rencontré un autre gendarme qui vient de décéder il y a un mois et qui avait 93 ans lui et qui me dit: «Tiens, j'ai fait un livre aussi» et victime de protection. Un gendarme à la BSR qui s'occupait de jeux et il a eu des protections. Il s'appelle Charles Toumsin et il avait fait un petit livre qui s'appelle «J'ai été victime de protection». Il a eu aussi beaucoup d'ennuis parce que, quand on enquête sur des gros, ben, ça amène des problèmes. Et donc, moi qui ai horreur de lire, je ne lis pas beaucoup dans ma vie, quand je suis rentré, j'ai lu ce petit livre, je sais pas, il y a peut-être 100 pages, mais c'est facile à lire, ça se lit vite. Et je me suis dit: «Beh, je vais commencer un livre». Alors j'ai commencé, mais j'avais 650 pages. Moi, je voulais même emporter l'instit avec moi. J'aime toujours bien d'être complet et précis. Et donc, j'ai eu un premier éditeur. Bon, c'était un peu trop gros, je comprends, bon. Et puis après, ben, il a fallu réduire. Puis après, bon, ben, il y avait des noms. Beh oui, c'est ça, quoi. Alors, bon, on voulait bien le faire relire par un avocat, mais on me demandait déjà 7 000 € pour le relire. Bon, moi je me dis, «Avec ma pension, moi, c'est pas moi qui vais aller, heu, payer 7 000 €». Après bon, ben, on a abandonné avec cet éditeur-là, puis j'ai cherché, puis il y en a des éditeurs qui voulaient bien, mais il fallait que je change le nom. Donc vous imaginez un petit peu, si je dois dire le juge, je sais pas moi, le juge Pignolet quoi, que je vais dire? Je vais dire le juge Dutroux, ou juge Niol, non, ou même le juge Lallemand, bon je ne sais allez, donc ça fait pas ou alors mettre des initiales. Bon donc mais Philippe Gueluc était, je l'avais rencontré à Grasse-Sologne lors d'une commémoration, tout au début, hein, au début, fin des années 90 à Grasse-Sologne, sur le pont d'autoroute et on avait parlé un petit peu.
et donc j'en avais reparlé avec Philippe et donc c'est grâce à Philippe que j'ai retrouvé, Michel Collomb avec Investigation. Bon, Michel a été prudent aussi, bon, c'est logique, bon, bah, il a voulu voir, il a vu quand même que notre récit, parce que C'était bon, la vérité, solide. vous la racontez 100 fois, vous ne vous Mmh. trompez pas. Par contre, les menteurs, ben, on voit vite dans leurs déclarations qu'ils Mmh changent mh. tout le temps et bon, donc il, a regardé, ils ont étudié la question et puis un beau jour, ben, il me dit: «Ben, voilà, on va chercher après quelqu'un pour réécrire un livre, pour réécrire le livre». Et donc ils ont fait un appel, je ne sais pas comment ça s'est passé et un jour, il m'a dit: «Voilà, on a trouvé quelqu'un, cette personne va prendre contact avec toi». Et effectivement, donc cette dame a pris contact avec moi et bon, on s'est vu, elle m'a dit: «Bon», Bah ben, je oui, dis: «Ben, bah donc si je peux faire une ligne de temps». «Ah oui, ça m'aiderait». Bon, peut-être qu'elle s'attendait à avoir 50 lignes, 60 lignes. Après 15 jours, elle avait 2000, presque 2 600 lignes. Parce que bon, j'avais repris tout là-dedans, mais il y a des faits qui se passent le même jour. Quand vous avez une audition, puis une visite chez un médecin, une visite chez un psychiatre. Bon, on a été soignés, on était en dépression aussi. Et donc, j'avais repris tout pour avoir une ligne de temps, parce qu'une ligne de temps, ça parle. Pour vous donner un petit exemple, par exemple, le 10 septembre 98, j'ai beaucoup dans la tête, mais bon, ça aide. Mais Gilbert Dupont, par exemple, le 10 septembre 98, il annonce dans la dernière heure que, je me demande si c'est même pas en page 10, qu'on va être muté, le 10 septembre. Et le 17 septembre 98, on me notifie ma mutation. Donc, j'apprenais ça par la dernière heure. Vous avez un procureur général qui, le 30 mars 2000, fait un rapport de 17 pages d'accusation qu'il est entré dans notre état-major. Vous reprenez le soir illustré du 22 mars, donc 8 jours avant, vous avez déjà la moitié du rapport. Alors, est-ce que le procureur général a copié dans le soir illustré pour faire son rapport? Enfin, on sait que ce n'est pas lui qui l'a fait, on sait que c'est un rapport qui a été monté par plusieurs personnes, dont un journaliste du soir illustré. Alors bon, donc cette ligne de temps, ça peut aider. Et donc alors donc Michel, ben, fait confiance à cette dame, moi aussi. On s'est rencontrés plusieurs fois et parfois, bon, elle ne comprenait pas, quelque chose parce que bon, vous savez, on parle d'un quand vous parlez d'un major en Belgique, c'est un officier. Quand vous parlez c'est d'un ça. major en France, c'est un sous-officier. Donc on a fait un tableau avec les grades et puis bon, ben, cette dame a étudié, elle connaît le dossier, je crois, aussi bien que moi maintenant. Elle a vu les pièces et donc elle avait besoin de compléments, compléments, compléments et donc je ne la remercierai jamais assez de la façon dont elle a écrit ce livre qui est une tout le monde est unanime, c'est plaisant à lire. Mmh mh. Le major Terling m'a prévenu, il y a quelques jours, enfin 2 jours, je crois, il m'a dit: «Je l'ai lu d'une traite». Il l'avait jamais lu, hein, donc il a fait une préface, mais il n'a pas lu le livre, mais il C'est ça. connaissait un peu notre histoire, enfin un peu beaucoup notre histoire. Enfin, il y a des choses qu'il a appris aussi et donc il m'a dit: «J'ai lu ça d'une traite» et les gens me le disent, on commence à lire, on a envie de suivre Mmh. et bon, c'est assez passionnant et bon, moi, je suis déjà c'est déjà la troisième fois que je le relis aussi parce que je me dis: «Mais qu'est-ce que j'ai pu écrire dans ce livre?» Et donc c'est agréable à relire et donc j'ai voulu, on a pris le temps pour le faire. Mmh mh. On aurait voulu mettre plus aussi, mais bon, il fallait se tenir aussi Oui, oui, beh, à oui, et oui. donc on l'a sorti à la foire du livre. Maintenant, on me le demande pour le néerlandais. On me le demande très souvent en néerlandais puisque le livre est aussi que c'était fait dans les 2 langues. Maintenant, il faut bien être précis, j'ai bien dit, bon, si on le fait en néerlandais, il faudra être certain à 100 parce que, vous allez, écrire quelque chose Oui, les de tournures des quelqu'un qui phrases, c'est vraiment très important évidemment. et va vous attaquer directement parce que voilà, donc ça, c'est une chose. Donc maintenant, à la foire du livre, donc tout s'est très bien passé. J'ai revu beaucoup de collègues, j'ai revu le président du conseil de gérance dans l'immeuble en Bruxelles. Eh bien, donc, les gens sont venus me dire bonjour, les syndics sont venus. J'étais le président de l'association des parents, j'ai eu des enseignants, j'ai eu des gens de l'association. Bon, voilà, j'ai eu des gens même de mon village natal, là, qui étaient quand même près de Namur. Bah, Est-ce que ça c'est fait plaisir. réparateur, monsieur Bill? Est-ce que c'est réparateur de faire ça? Est-ce que ça vous permet de
d'exorciser en fait, toute cette frustration pendant des années où vous avez été traité injustement pendant un certain temps. Parce que quand on voit, on n'a jamais reconnu, enfin, ça n'a pas été ouvertement reconnu que vous étiez accusé à tort. On a fait beaucoup de show autour de cette histoire en vous accusant d'avoir fait des faux en écriture, etc. Mais par contre, quand on a prouvé que c'était pas le cas, ben là, on n'entendait plus personne qui parlait de l'affaire en cours. C'est Oui, réparateur, ça, quand même? la seule chose qu'ils ont dit, c'est que l'enquête, interne, c'était une décision politique et donc Ah bah oui, c'est plus sûr. même le commandant du terme l'a écrit, hein, que c'était un truc politique donc et d'autres ont fait une pétition pour que ne revienne pas et tout. Alors pour vous répondre honnêtement à votre question, oui, le livre aide, mais je crois que jusqu'au dernier jour de ma Mmh. vie, je peux être dans mon jardin, je peux Mmh. être, sur le vélo, je peux être en voiture. Non, jamais. Mmh. Ça fait trop de mal. Parce que Bah, est-ce que je crois que vous il y a le étiez, côté une il personne y a le qui aime côté avec passion. Vous faites les choses avec passion, donc évidemment, on l'entend, hein, parce que quand vous racontez, je veux dire, ce que vous faites, les heures de supplémentaires et cetera, on vous a amputé, en fait, de quelque chose qui pour vous vous tenait à cœur. Donc au final, vous avez été puni parce que vous avez trop bien travaillé et ça, c'est j'en pas ai juste, c'est de la justice. ma fille à l'époque était,
X1, 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 elle est folle. Alors si elle est folle, pourquoi doit-on falsifier ses auditions? Pourquoi doit-on mal traduire son rapport psychiatrique? Parce que normalement, c'est des experts qui traduisent c'est ça, des ça. professionnels et pas des gendarmes. Pourquoi? Lorsque X1, une victime, vous imaginez, il y a des truands qui n'ont pas ça, qui n'ont pas, qu'on ne met pas sous écoute téléphonique. Mais X1, elle a été mise sous écoute téléphonique, Patrick Debatz aussi et moi aussi, on a été mis sous écoute téléphonique. Naturellement, quand une voix charitable nous a informés, on a commencé à blaguer et donc je demandais à quelqu'un: «Tiens, téléphone-moi un petit peu, demande-moi comment ça va avec Patrick». Alors on me téléphonait: «Tiens, comment ça va avec Patrick?» «Oh», j'ai dit: On s'est embrouillé, hein, pourquoi?» «Ben, parce qu'il est amoureux du juge Pignolet, moi aussi, c'est vraiment un bel homme, il a de belles jambes et tout, il est magnifique et il est adorable» et on est tombés amoureux et donc comme ça, c'est tous ceux-là qui étaient derrière leur machine, Ont bien de compris vérifier, que bah, oui, ils ont bien voilà compris. et donc il faut un petit peu d'humour aussi parce que bon, tout le temps rester sur du dur. Alors Regina Louf, elle n'est pas folle et donc un jour Regina Louf téléphone à Annemie Bulté, qui était à De Morgan à l'époque, qui est, une des 3 auteurs du livre Les Dossiers X, très beau livre que je ne peux que recommander, heu et on lui téléphone et là-dedans, ils entendent qu'elle aurait donné des documents à Marc Verwilgen. Eh bien, le 26 février 98, le juge Pignolet, saisi pour un faux en écriture qui n'existe pas et pour lequel il a réponse, mais il cherche, il cherche, il cherche, il cherche. Il demande donc d'entendre Regina Louf pour savoir, donc il fait une apostille avec le cachet et le 62 bis, donc ça veut dire urgent, il met urgent, et donc ça veut dire ne pas aller le montrer aux magistrats locaux là-bas du côté de Mmh mh. Gand ou du côté où elle habite, et lui demander quels sont les documents qu'elle a donnés à Marc Verwilgen. Alors écoutez un petit peu, ça serait un policier, on pourrait comprendre une violation de secret professionnel, mais une victime qui donne n'importe quoi à Marc Verwilgen, quelle est alors réfléchissons, réfléchissez les gens qui vont m'écouter, qui vont me voir maintenant, réfléchissez une fois, mettez-vous, enfin 5 minutes, 2 minutes, si Regina Louf est folle, est-ce qu'on a besoin de savoir ce qu'elle a donné au juge Pignolet? Non. Eh bien, c'est ça l'enjeu. Ces gens ont voulu à tout prix démolir Regina Louf. Le juge Pignolet a outrepassé vraiment sa saisine. Le 3 février 98, donc c'était le mois de folie chez lui, le mois de février 98, il a fait une apostille. Regina Louf, elle est née le 29 janvier 1969. Mmh mh. Patrick de Batz, il est né le 7 septembre 1952. Patrick de Batz a 18 ans, on ne sait pas comment c'est avant, malgré que c'est un génie, mais il ne sait pas comment c'est avant, il aurait bien voulu. Il commence à 18 ans des études de kiné. Eh bien, le juge Pignolet fait une apostille le 3 février 98 et demande de vérifier si Regina Louf n'était pas à l'école avec de Batz. Donc, elle avait 1 an et lui, il avait 18 ans. Dans la même apostille, il demande d'entendre le colonel Pint, donc c'était un colonel à la Légion mobile, donc où de Batz a travaillé en 1977, pour voir s'ils n'avaient rien reproché à de base. Il ne faut pas demander, comme ils n'ont rien et qu'ils cherchent dans tous les C'est sens. ça, exactement. Et le sommet, Patrick de Batz a divorcé en 1980. Alors, si c'est pas ça, de la folie d'un magistrat, il a demandé d'entendre son ex-épouse, et met son nom et son prénom, pour connaître les causes du divorce en 1980. Pour un faux en écriture qui n'existe pas. Alors vous, vous êtes victime d'un vol, d'une agression, d'un viol ou n'importe quoi, et la justice n'a pas le temps. Et ici, on a fait une enquête qui a coûté des millions. Mmh mh. À qui? Au public, à la population. Et avec ça, on a augmenté vos impôts. Et ils ont cherché, 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 cherché. Parce que vous arrêtez un voleur, il a volé une TV, vous l'interrogez sur le vol de TV. Vous avez arrêté un violeur, vous l'interrogez sur le Mmh viol. mh. Et ici, ils faisaient une enquête pour voir, pas sur Tout ce quelque qu'on chose de pouvait précis, mais voilà et tout ce qu'on pouvait non, mettre sur les épaules. pour voir ce qu'on a, si on n'avait pas fait une faute. Puisqu'on me le dit, on me le dit à l'inspection de la gendarmerie, et le juge me le dit, c'est pas ta peau qu'on veut, c'est la peau de base. Donne quelque chose sur de base. D'accord. Alors, Alors parce que de Badr, enfin, il était avec Regina. C'est lui qui a eu l'occasion de discuter avec Regina Louf. oui, et c'est lui qui l'a interrogé
avec, une fois avec, pendant 8 auditions avec Philippe Huppé et puis les autres avec, De Pau et donc il avait obtenu la confiance, mais encore une fois, sachez une chose, oui, c'est pas bien avec ça. On dit que c'est de Batz qui a inventé X1. Mais X1, en 1989, elle s'est déjà présentée dans une gendarmerie, en 1992 dans une autre gendarmerie, et on ne l'a pas cru. Donc, c'est pas eux qui l'ont inventé. Alors, quand X1 se présente, bah, Patrick ne s'attend pas à avoir cette mission-là. Il pense plutôt que ça va être la PJ, mais le juge Conrad l'a demandé que ça soit Patrick. Et donc, Patrick a fait ça de son mieux, de la façon la plus professionnelle. D'ailleurs, le major Terling le reconnaît vraiment, ça a été fait professionnellement. Les magistrats n'ont jamais, jamais fait une remarque sur quoi que ce Mmh. soit. Et c'est tout à coup des illuminés, parce que Monsieur Bourlet, dans sa préface, il met le mot conférence. Bon, ben, pour que les gens comprennent, une conférence, c'est pas une conférence de presse. Non, c'était une réunion, des réunions de travail. Tous les mois, il y avait des réunions qui rassemblaient des enquêteurs, donc des chefs d'enquête, des magistrats du parquet général, de l'instruction, des juges d'instruction. Et donc, on échangeait. Jamais, 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 on ne s'est plaint de l'équipe de Batz, jamais. D'ailleurs, Monsieur Bourlet le met dans sa préface, il a appris par la presse qu'il y avait des problèmes, il a même appris par la presse qu'il y avait un PV pour faux en écriture à charge de Batz, alors que jamais on ne s'est plaint. Alors, il faut un petit peu, je dis, on peut parler pendant des heures, moi je suis prêt, mais le tout c'est de comprendre tout ce qu'il y a derrière tout ça. Qu'est-ce C'est qu'il y ça, a derrière? c'est ça, exactement, exactement. C'est tout le poids, que ça implique évidemment. C'est que Non, c'est que maintenant, Regina Alouf, elle faisait vachement peur, évidemment et ah oui. elle a Maintenant, été tout ça pour suffisamment vous dire tantôt, c'est pas de Batz qui a dit: «C'est la champignon». Qu'est-ce qui s'est passé? Regina Louf donc témoigne et un jour elle explique, j'ai pas assisté, je ne l'ai pas lu, mais bon, elle m'a raconté et je fais confiance à aux 2 collègues qui ont assisté. Donc elle a raconté qu'elles avaient assisté au meurtre d'une fille, le meurtre atroce d'une fille dans une cave à Bruxelles. Mes 2 collègues se sont regardés, ils ont pensé à la champignonnière et puis ils se sont dit: «Ben non, ça a été élucidé», puisqu'ils pensaient que c'était mais les magistrats nationaux qui sont là derrière, ah non, ce qu'elle raconte là, c'est la champignonnière. Les magistrats nationaux ont demandé au parquet, vous leur donnez le dossier. Et le 4 décembre, Patrick de Batz reçoit de Madame Sommers le dossier. On me le donne le 5 et on me demande de l'analyser, d'en faire une synthèse. Directement, j'ai mon officier, monsieur Jean-Luc Duterme, qui passe. Et qu'est-ce que tu fais? Et on va pas faire les enquêtes, on va pas faire les enquêtes de la PJ, on va pas faire les enquêtes des autres, on va pas perdre son temps, gna 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 gna. Le lendemain, même chose. Moi, je lui dis, ben, moi, je fais ce qu'on me demande, moi, ce que mon chef m'a demandé. Moi, je t'ai rien demandé, mais c'est pas vous mon chef, c'est de base. Alors là, déjà qu'il ne rigole pas souvent, mais alors là, il est reparti avec, bon, je vais rester poli. oui, oui, il a trébuché dans sa mâchoire. Voilà, donc, après 88 pages, je crois que je n'en pouvais plus de voir, même le samedi, le fond de mon bureau qui s'ouvrait comme un sauvage, et je me retournais sur le trottoir, il y avait sa femme là avec sa sacoche qui attendait, enfin sa femme ou une autre, je n'en sais rien moi, et enfin il y avait une dame qui attendait sur le trottoir, et lui il arrive comme un fou furieux dans le bureau pour voir si je ne dormais pas. J'ai donc comment ça m'intéresse, parce que 202 pages, je n'ai pas su faire ça sur une heure de temps. Hein. Et donc, après 88 pages, je dis, bon, on avait marre, on était en période des fêtes, moi, je dis à Michel Clip et Rudy Oskens, mes 2 proches collègues, je dis: «On va arrêter la synthèse». J'ai bâclé ma synthèse, j'ai pris les des choses les plus importantes, bien qu'il y ait pas grand-chose d'important dans le dossier et on va commencer à faire des auditions. Et dans le dossier, il y avait une dame, qui a témoigné en 84 sous l'anonymat. Elle donnait des choses très importantes. En 86, elle a encore témoigné sous l'anonymat. En 93, elle a témoigné sous son nom, sous son identité. Donc, mon idée, c'était, on va convoquer cette dame, mais je voudrais qu'elle soit sous surveillance téléphonique un peu avant et un peu après, pour voir est-ce qu'elle va prendre contact avec quelqu'un. Bon, ben, on est flic, bon, c'est peut-être pas chouette de dire, tiens, on fait ça, ben, avec des témoins, mais bon, c'est une chose que, bon, elle savait beaucoup de choses, peut-être, elle est peut-être de la partie, moi, je ne sais rien. Hein. Donc, je sonne au parquet,
et on est le 30 décembre et le 30 décembre donc je sonne et j'ai un monsieur qui me répond: «Ah madame Sommers, la titulaire du dossier, elle n'est pas là». Ben oui, parce que le dossier a été instruit par le juge Éluard de 84 à 85, puis il est tombé malade et c'est le juge Van Espen qui reprend le dossier. Le juge Mmh. Van Espen qui était avocat et qui a même été associé avec Annie Bouty. Bon et d'après Nioul, d'après le livre de Michel Nioul et ses auditions, c'est le ministre Van den Boonen qui a été dans sa nomination pour devenir juge d'instruction. Alors tout qui connaît le juge Van Espen, bon moi je connais pas beaucoup, pour lui, c'est un juge financier. Financier, j'insiste, c'est un juge financier. Alors dites-moi ce qu'il y a de financier à la Champignonnière? Mmh. Bon, donc lui, pour vite s'en débarrasser, enfin le vite, disons, le 30 avril 96, ben, on close le dossier et se termine par un non-lieu. Puis, ben, c'était sans compter l'affaire du trou et l'arrivée de X1 et donc moi, on me redonne le dossier, je travaille avec le parquet et ça ne sera que le 27 janvier 97 qu'il sera saisi à nouveau du dossier. Donc pendant jusqu'au du 5 décembre, si je peux dire, jusqu'au 27 janvier, moi, je ne travaille pas pour le juge Van Espen, je travaille pour le parquet et pour Mmh. particulièrement madame Sommers. Donc son collègue qui me décroche, il me dit: «Elle n'est pas là, elle est en congé». Ah bon, je dis: «Parce que voilà ce que je voudrais faire». Il me dit: «Écoutez, moi je connais pas le dossier, je vais la contacter et je demander qu'elle prenne contact avec». Ah bon et puis quelques minutes après, ben, madame Saunders me téléphone et je lui explique, voilà ce qu'on voudrait faire. Ah oui, qu'elle me dit: «Mais je suis en congé, moi je suis à la maison et je n'ai pas lu les derniers PV, je les voudrais bien». Ben, je dis: «Oui, il y a pas de problème». Bon, moi je ne vais pas lui dire: «Ça fait combien de jours que vous êtes en congé, combien de PV est-ce que vous n'avez pas lu?» Moi je ne sais plus. Donc qu'est-ce que je fais? Ben, je dis on avait des jeunes, gendarmes qui travaillaient avec nous. Je dis: «Écoute, tu fais une copie des PV des 15 derniers jours et tu vas jusque chez eux et tu bon, naturellement, quand vous avez une audition de X1 qui fait 100 pages, naturellement, le paquet, il monte vite, hein». Donc il est allé chez elle, puis il est revenu sans problème. Le lendemain, cette magistrate me retrouve pour le saumon. J'espère qu'elle va m'écouter ici. Elle me téléphone, elle me dit: «Monsieur Bill, envoyez-moi quelqu'un». Oui, madame, pas de problème. Donc je redemande elle, tiens, va jusque chez elle. Le jeune arabe, comme m'appelait Jules Van Esten, donc je renvoie Abdel et Abdel revient. Moi, je me dis: «Il va revenir avec des apostilles, hein». Il revient avec une bûche glacée, hein, une bûche de Noël glacée. Ah oui, pas pour mettre dans le feu, hein, une bûche glacée. Donc, si on a des problèmes avec un magistrat, je ne sais pas s'il va vous donner une bûche glacée. Bon et elle me dit: on se voit, on attend, bah, on a le 30 décembre, enfin le 30 décembre quand elle me dit ça, donc elle me dit le 31, bon, j'ai lu un peu, on se voit le 2 janvier et le 2 janvier, on est en réunion avec Félix Gans et Michel Clé. Je lui explique: «Bon, voilà ma synthèse. Bon, moi j'ai» «Ah non, 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 monsieur Bill, vous devez continuer votre synthèse». Je dis: «Oui, d'accord, mais alors vous me l'écrivez». «Oui, d'accord, monsieur Bill». Hop, elle me fait une apostille, elle marque d'autres points et elle me dit: «Il y a une chose seulement, monsieur Bill, c'est que vous ne pouvez plus écrire tout ce que vous trouvez, toutes les anomalies que vous trouvez». Heu, ça c'est pas bon, nous on se regarde, on a le souffle coupé. Vous savez, le soir à la télévision, on voit les commissions parlementaires, un gendarme avec un magistrat. Si je vous l'ai dit, non, vous ne l'avez pas dit. Et puis le Marc Verwilligen qui dit: «L'un des 2 ne dit pas la vérité». Moi je me dis: «Je ne vais pas me retrouver dans ce jeu-là». Moi je suis rentré, j'ai continué mon PV. J'ai fini mon PV fin janvier, 202 pages. Le lendemain, je suis appelé chez le colonel Brabant, il veut me virer, voilà. Il voulait me virer de l'antenne. Voilà, j'étais exclu de l'antenne, parce que le commandant du terme lui avait fait une note déjà le 19 décembre, c'est lui ou c'est moi. Donc c'est Bill ou c'est moi. C'était leur bête noire. Mmh. Ils avaient falsifié mes évaluations, pas un peu, et en portant des fausses accusations contre moi, et qu'un colonel avait rétabli la vérité et dit que c'était purement un faux en écriture. Donc, naturellement, avec ce démenti-là, j'étais détesté. Bon, ils ne savaient déjà pas me voir avant, mais bon. Mmh. Enfin, je sais pas pourquoi, depuis quelque temps, ça n'allait plus. Mais je sais que j'avais arrêté le commissaire de la police judiciaire, Guy Allot, qui était entré à l'école royale militaire le même jour que le commandant de la BSR. Donc, peut-être que
il y avait un lien. Bon, je sais qu'il y a des choses qui Ah, me on ne plaisent sait pas plus. jamais, hein, voilà, c'est ça, oui, c'est point Et puis et d'interrogation. puis et puis et puis et puis et puis et puis, qu'est-ce que moi je découvre? Quand, l'affaire du trou éclate, Patrick de Batz est sollicité par les magistrats de Neufchâteau, mais en collaboration avec le BCR. Donc c'est pas Patrick de Batz qui va sonner chez le juge en disant, qui va frapper à la porte en disant: «Hey, je viens travailler dans ton enquête». Non, c'est eux qui nous demandent. On ne sait pas s'introduire comme ça dans une enquête. Parce que monsieur Duterme raconte aussi que nous, c'est nous, c'est nous, c'est nous. Or, or, dans une note qui fait justement le 19 décembre, c'est: «J'ai trouvé des bureaux, j'ai cherché des locaux», enfin bon, c'était lui. Donc c'est pas de Batz, un sous-officier ou moi encore, sous-officier aussi, ils vont aller commencer à réserver, à louer des locaux, hein, donc il faut être officier. Donc, je sais que je passe d'une chose à l'autre, c'est pas toujours évident de Non, raconter non, ça. mais avec autant de Mais d'informations, évidemment. quand moi je reviens de congé, donc, moi je suis en congé quand l'affaire du trou éclate et donc j'apprends que, ben, mon équipe est mobilisée pour Neuchâteau pour le volet financier. On est une section financière, donc on est mobilisé. Et je reviens de congé le 9 septembre. Et je vois que je devais passer chez ce colonel-là pour faire démentir mes évaluations, démentir ce que mes autres avaient écrit là, les deux concours de la BSR et le colonel n'avait toujours pas reçu ma note. Venez, qui me dit: «Venez demain». Donc j'y vais le 10 septembre et puis après bon, je clôture vite tout ce que j'ai encore en cours et puis je me lance dans l'enquête et je me vois encore le vendredi 13 septembre 1996 dans l'après-midi, je suis dans le dossier fiscal de Dutroux et je trouve un document confidentiel. C'est le gendarme, hélas décédé, René Michaud, qui a contacté le 10 août 1995. Julie et Mélissa sont enlevées le 24 juin. Il contacte le service des impôts et il leur dit: «Je travaille pour un juge d'instruction et une cellule spécialisée dans le rapt d'enfants et j'ai besoin de renseignements sur Dutroux et Martin». On est le Mmh. 10 août. Le 16 août, le gars des impôts donc lui a même contacté Dutroux pour un faux motif, hein, pour lui demander des couleurs de véhicule et donc il donne tous les renseignements à René Michaud. Tout est donné le 10 août 95, le 16 août 95. Et qu'est-ce qu'il y a le 16 août? Ah, mes filles ne sont pas encore enlevées, hein. Vous auriez dit ça à l'équipe de Batz le 16 août. Le 16 août, on retrouvait Julie et Mélissa où on campait jusqu'à temps qu'il y ait quelque chose qui bouge. Donc nous vous n'avez pas été informés? Ah non, non, c'est pas cette question qu'on n'a pas été informé. Nous, on est à Bruxelles. C'est une Oui? question que Charleroi n'a pas fait. Je suis à la foire du livre et ça, je ne sais pas le mettre dans mon livre puisque je l'ai appris à la foire du C'est livre. ça, oui. C'est important. Mon éditeur était à côté de moi, il y avait des témoins qui étaient là. Donc, j'ai un monsieur qui est devant moi. Donc, je vous dis bien, Julie, Mélissa, réfléchissez bien. Les gens qui ont été Julie et Mélissa sont enlevés le 24 juin. Mmh mh. Le 10 août, on demande les renseignements. Le 16 août, on a les renseignements. Eh bien, devant moi, j'ai un monsieur qui regarde le livre. Et, ah non, qui dit, je connais. Oui, qui me dit, j'ai travaillé à la cellule. Alors là, un petit peu, mais je dis, cellule, oui, mais où? Ah, à Charleroi. Quart d'heure après, je dis, mais tu es officier, toi? Ah oui. Ben, je lui dis, ben, je dis, oh, moi, là, ce que j'ai trouvé, je le mets dans mon livre, à la page 53 de mon livre. Ben oui, qui dit. Le 2 octobre, c'est moi qui ai ordonné à Michaud de faire le PV. Il n'avait toujours pas fait de PV. Je lui avais déjà demandé au mois de septembre et le 2 octobre, je lui ai demandé de faire un PV. Ouais, c'est autre chose que votre dame turque que vous avez été chercher tout de suite, hein? Mais Et, enfin bon, et, voilà, oui, et, je et, comprends un et, peu. et, pour ceux qui l'ont oublié, il y a un rapport de la première, il y a eu deux rapports de la commission parlementaire. Vous en avez un du 16 février 98 et vous en avez un du 14 avril 97. Qu'est-ce qu'on trouve dans celui du 14 avril 97? Ben, que Michaud et ses collègues ont fait une perquisition déjà chez Dutroux le 13 décembre, seulement 4 mois après les informations. On a retrouvé quoi? De la crème vaginale, un spéculum et du chloroforme. Exactement. Il y a rien, oui. On a fait une perquisition le 19 décembre. Dutroux
en 89 a été condamné à 10 ans, plus 3 ans, plus quelques mois, pour des faits de viol, de séquestration, d'agression sur une dame âgée. Oui, Après 3 ans, on l'a libéré. On c'est marqué dans le rapport de la commission. Qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce qu'on met dans le rapport aussi? Qu'en 93, des gendarmes savaient qu'ils faisaient des caches pour mettre des enfants. ils sont passés à côté en fait et Alors l'équipe de Batz, ben oui, ben l'équipe de Batz, c'est une équipe de fous et avec un de Batz à la tête. Je pense pas qu'on aurait agi comme ça. On n'aurait pas attendu. Allez, même déjà, le allez, il a les informations le 16 août et on fait seulement le rapport Othello, donc qui déclenche. Le rapport date du 25 août et un PV n'est seulement fait que le 2 octobre. C'est un officier qui me le dit. Je dis: «Je ne le savais pas, je l'ignorais» et il me dit ça, c'est monsieur Gosset, oui, Gosset, qui a été officier de gendarmerie à Toin et donc il y avait des témoins qui étaient là. J'ai même insisté pour lui faire oui, qu'il me le dise, c'est comme ça. J'ai dû demander qu'on fasse le procès-verbal. Alors, nous, on est des fous, nous, on est des manipulateurs, nous, on a eu des ennuis, nous, on nous a écartés parce que vous faisiez et trop nous, on bien votre travaille. travail. Bah oui. Alors Je sens donc, beaucoup d'émotion quand même en fait quand vous en parlez encore maintenant et je dirais, oui, parce qu'il y a il y a évidemment, la mesure qu'on aurait pu sauver ces petites filles-là, on aurait pu les retrouver vivantes en fait. oui, je pense, je peux pas l'affirmer, mais c'est triste pour les parents et je comprends les parents, veulent plus ils en ont marre d'entendre parler de ça parce que ça n'est que de remuer des mauvais souvenirs. Bon, Julie et Mélissa, mais en effet. Bah, Julie et Mélissa, le 16 août, allez, il y a 2 mois qu'elles sont là. Bon, elles ont peut-être ou probablement ou certainement, je ne sais pas, été abusées. Bon, mais on peut encore les retrouver vivantes, mais en effet, elles ne sont pas encore enlevées. C'est fou quand même. Elles n'auraient pas été relevées en fait. Alors, ben, quand Si vous tout ça voyez avait été fait correctement. maintenant ces gendarmes, pas s'ils n'ont pas été enlevés aussi par leur hiérarchie pour leurs heures supplémentaires. Moi, j'ai connu ça toute ma carrière. On me rappelle un dimanche, le roi Baudouin est mort le 31 juillet. Le dimanche soir, j'ai réunion, enfin, je me rencontre avec des amis et mon but, c'est mon officier qui me rappelle, il y a un carjacking, il y a 2 blessés il y a un blessé il y a 2 Arabes arrêtés, tu veux revenir. Je retourne là, la permanence est débordée. Je me dis: «Ben, s'il y a 2 personnes arrêtées, on va être au moins 2-3». Non, je suis tout seul rappelé. La permanence doit partir. Donc moi, je fais un Polaroid, je dis: «Passez pour montrer ça aux blessés», montrer leurs photos. Moi, je les interroge seul. J'en interroge un, puis l'autre. Et quand 11h30 ils rentrent, ben, j'en arrivais à la même conclusion que d'eux. C'était pas ces 2 personnes. Donc j'aurais été montrer les photos, c'était pas eux. Et moi, j'ai, même mon audition, mes 2 auditions, montraient qu'ils n'avaient rien à voir là-dedans. Donc l'officier qui m'a rappelé, mon officier qui m'a rappelé le dimanche à 9h au soir, pour qui je suis revenu directement. J'ai travaillé jusqu'à 11h30, minuit moins quart. Le lendemain matin, clac, à 7h20, la porte s'ouvre. Son bonjour, c'est: «Tu as fait combien d'heures hier soir?» Ils n'ont que ça, ils n'ont que ça. Sauf quand ça les arrange. Bon, alors, donc, j'en reviens à madame Sommers du parquet de Bruxelles, parce que c'est très méchant ce qu'elle a fait. Donc, il y a cette réunion, puis après, donc le 27 janvier, elle saisit le juge Van Espen et fin avril, on a une réunion, je crois que le 28 avril, on a une réunion à l'analyse criminelle à Bastogne. Et donc, je pars avec Rudy Oskens, je suis chauffeur, Rudy est à côté de moi, et on passe au palais de justice et on va chercher le juge Van Espern. Et il s'emmène avec une pile de PV, et on part. Et dans la voiture, il me dit: «Oh, monsieur Bill, vous devriez mettre des étoiles à vos PV». De quoi est-ce qu'il parle? J'ai dit: C'est-à-dire? Ben oui, comme les hôtels, ben, une étoile, on ne doit pas lire, et 5 étoiles, ben, on le lit, quoi. Je dis: «Monsieur le juge, c'est pas à moi à dire ce que vous devez lire, hein». Je dis: «Bon, moi, je fais mes PV, c'est bon ainsi, hein». Oui, ben, le chapeau, fait des analyses, monsieur Pourrier naturellement est là, vraiment lui, il est toujours actif, alors tout jour et nuit et on se
on voit qu'il y a une volonté de se revoir, tous les mois pour voir l'évolution de cette analyse Mmh. criminelle. Et le juge Van Espen dit: «Oh, la prochaine fois, je ne viendrai pas. J'enverrai madame Gruwijn», donc une juge d'instruction. Et il nous avait déjà dit qu'elle lisait les auditions de X1 avec les yeux d'une femme. C'était mieux de les faire lire avec des yeux de femme. C'est un juge, ils font ce qu'ils veulent. Bon, elle lisait. Et donc, le 10 juin, il y a une nouvelle réunion à Bastogne, et je passe au palais de justice. Je vais chercher madame Gruwijn et madame Sommers. On participe à l'analyse le matin, bon, encore l'après-midi, mais à midi, ben, il faut manger. Mmh. Donc, les 2 dames auraient pu dire: «On va manger ensemble». Moi, j'aurais été manger avec Rudy. Oui. Non, madame Sommers dit: «Bah, on va manger tous les 4 ensemble». Alors, est-ce que vous mangez avec des crapules, des voyous, des mauvais flics ou je ne sais pas? Et donc le 10 juin, ben, on est encore à table avec madame Sommers. Le mois de juin, c'est le mois catastrophique. Moi, dans le dossier de la Champignonnière, j'aurais voulu un réquisitoire bancaire pour savoir un petit peu les comptes bancaires des suspects de Neuchâteau en 84. Et on avait un fax qui était programmé puisqu'on était une section financière et quand on demande de faire une enquête sur une telle personne, bah, le juge fait une apostille, on le met dans le fax et le lendemain, ben, les banques oui, ah, tout d'un coup, ah oui, on vous enverra les historiques. Et donc je demande au juge pour avoir un réquisitoire, il ne voulait pas. Et je redemande, il ne voulait pas. Et je redemande, il ne voulait pas. Et puis finalement, allez, tiens, là ton papier. Et je l'envoie aux banques. Et les banques, parce qu'ils ne voulaient pas, comme en disant le motif que les banques ne gardent des archives que 10 ans. Moi, j'envoie ça, je demande donc, je